qu'une encyclopédie puisse être brève, bien sûr, et de l'ironie aussi dans le fait que cette encyclopédie comportera un certain nombre de volumes. Il y aura Cosmos, il y aura Décadence, il y aura Sagesse, il y aura Nihilisme, il y aura Esthétique, qui sont autant de grands et gros livres. Quand je dis grand, c'est-à-dire par l'amplitude embrassée. Décadence, c'est 20 siècles. Cosmos, c'est pas compliqué, c'est depuis le début du monde, donc le début de l'univers, c'est encore plus. Et ce seront des propositions éthiques et esthétiques qui sont tronçonnées de façon à ce que vous puissiez assister à des cours séparés. Pas besoin d'assister au cours de la veille pour comprendre le cours du jour, ou pas besoin d'assister au cours du jour pour que le cours du lendemain puisse faire sens. Mais en même temps, il y a une cohérence. Voilà pourquoi je voudrais, avant de vous présenter cette semaine, vous dire ce qu'a été l'année précédente, puisque ça a été le premier temps d'enseignement de Cosmos. Cette voie d'accès au cosmos, elle suppose ce que j'appelle une autobiographie existentielle, c'est-à-dire que les idées ne tombent pas du ciel, les idées, elles proviennent d'un corps qui est lui-même enraciné, on est enraciné dans un temps, dans une époque, dans une culture, dans une géologie, dans une géographie, dans une histoire, et puis dans une famille. On a des parents, un père, une mère, des grands-parents, et tout ça constitue un terreau qui me paraît nécessaire. Nous sommes dans le déracinement la plupart du temps, et ce que je vous propose, c'est de retrouver vos racines. Pensez à cette question des racines pour savoir qui nous sommes. Alors ma proposition, elle suppose juste cette idée de Nietzsche qu'il n'y a pas de philosophie qui ne soit une confidence autobiographique, ou qui soit une autobiographie. Mais ça marche aussi pour la littérature, ça marche aussi pour la musique. Un compositeur compose une musique qui le raconte. Un cinéaste, un artiste, ou vous-même, dans ce que vous êtes ou dans ce que vous faites, vous vous racontez. Il y a donc à l'origine de ce cosmos, dont j'ai pu dire qu'il était mon premier livre alors que j'avais dû en écrire, je sais pas, 70 ou 80 avant, il y a dans ce livre quelque chose d'original, au sens premier du terme, c'est-à-dire qui donne son origine à ce que je suis et à ce que j'étais, et qui permet de savoir comment on devient ce que l'on est, pour utiliser une phrase de Pindare que Nietzsche a utilisée ensuite et qu'on a beaucoup utilisée par la suite. Ce moment originaire, c'est la mort de mon père, dans mes bras, alors que je circule beaucoup, que je fais le tour du monde et que je peux être au Japon pour faire une conférence, en Inde ou en Amérique du Sud ou je ne sais quoi. Et effectivement, cette mort a lieu comme une espèce de cadeau dans notre village natal, non loin de la maison familiale, et dans un moment tout à fait particulier, puisque nous étions en train de regarder l'étoile polaire, et nous avions, mon père et moi, une aventure particulière avec cette étoile polaire, puisque ça faisait partie des enseignements, des rares enseignements que mon père donnait, en plus de l'exemple. Il m'avait expliqué effectivement que la lumière des étoiles était partie il y a très longtemps et qu'elle nous arrivait seulement aujourd'hui. Et il m'avait expliqué ce qu'étaient les constellations. Et puis, juste avant de mourir, nous parlions de cette étoile et je dis à mon père, on ne verra pas notre étoile ce soir. Mon père me dit non, ce soir le ciel est couvert. Et il est mort debout, il est resté mort debout. Et à ce moment-là, j'ai hérité. J'ai hérité de quelque chose dont je ne peux dire ce que c'est a priori, mais je suis parti à la quête de cet héritage. C'était une force. De la même manière qu'un jour je dirais de quel héritage je profite concernant ma mère, avec la cuisine, avec les bonnes odeurs, avec les parfums, avec un certain nombre de choses. Le temps viendra. Mais effectivement, il y a eu cet héritage, et cet héritage, j'ai souhaité le comprendre, et j'aimerais vous le transmettre, parce que d'une certaine manière, toutes les existences se superposent, toutes les existences coïncident. Nous avons les mêmes existences. L'enfance, l'adolescence, les parents, les grands-parents, le vieillissement, la disparition, la mort des gens qu'on aime, etc. Tout le monde a vécu ça, tout le monde vit ça. Chacun le vit à sa manière, et effectivement, il n'est pas question de dire « vivez comme moi », mais voyez comment on peut vivre, et faites quelque chose à partir de cet exemple-là, comme d'autres sont des exemples. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que la philosophie est une invitation à la sagesse pratique. C'est une invitation existentielle, elle concerne votre existence. J'ai voulu donc, pour partir à la recherche de cet héritage, pour savoir ce qui m'était transmis à ce moment-là, pourquoi, à ce moment-là très précis, héritage d'une force, quelle était cette force? Qu'est-ce qui faisait que dans un moment terrible et tragique, on pouvait se sentir fort, comme si finalement une âme passait d'un corps à l'autre, alors que je ne crois pas à l'âme immatérielle, entendons-nous bien, je crois à l'âme matérielle, mais pas du tout à l'âme immatérielle. Et il y a des moments dans lesquels nos parents nous transmettent des choses sans forcément le savoir.
Quand je parlais de ma mère tout à l'heure et des odeurs de poulet le dimanche, par exemple, il y avait des transmissions qui s'effectuaient dans ces parfums, dans ces odeurs, dans cette façon de construire mon cerveau. Un cerveau sensuel, capable de distinguer des odeurs ou des parfums. C'est-à-dire nous sommes construits par des parents, par des grands-parents, par une époque, par un milieu. Et mon hypothèse est que le fait que nous ne vivions plus dans un milieu rural suppose que nous ne savons plus sentir, goûter, toucher ou percevoir le monde. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde comme des étrangers. Et ma proposition, c'est une invitation à vous retrouver de plein pied avec le monde, notamment en apprenant à le regarder autrement ou à le voir autrement. Donc, l'an dernier, j'avais consacré des séances à la question du temps. Une première séance s'appelait « Les formes liquides du temps » parce que je voulais aborder la question du temps, non pas comme les philosophes le font. On a toujours, enfin quand on fait des cours de philo, on a toujours cette idée que chez Platon, le temps est la forme mobile de l'éternité immobile, que chez Kant, le temps est une forme a priori de la sensibilité. Enfin, on voit bien que toutes ces choses-là sont un peu complexes. Et d'une certaine manière, c'est saint Augustin qui a raison quand il dit « Mais le temps, je sais ce que c'est, mais dès qu'on me demande ce que c'est, je ne sais plus ce que c'est. » Et souvent, les philosophes, quand ils théorisent sur le temps, ils nous embrouillent. Ils nous font de très belles théories, c'est souvent l'occasion de très belles formules, mais finalement on passe à côté du temps. Moi ce qui m'intéressait c'était le temps empirique, c'est-à-dire le temps vécu, le vôtre. Si vous expliquez à un enfant que le temps c'est la forme mobile de l'éternité immobile, d'abord il faudra probablement lui expliquer un peu longuement avant qu'il comprenne, mais si vous lui dites que la lumière des étoiles est partie il y a des milliers d'années, voire des millions d'années, et qu'elle vous arrive seulement, une espèce de gouffre s'ouvre sous vos pieds, et vous découvrez ce qu'est le sentiment du sublime. Vous découvrez que vous êtes peu de choses dans un univers qui est tout, qui est le tout. Et il nous faut trouver notre place dans cet univers. Dès lors, quand j'ai souhaité partir à la recherche de ce qu'était cet héritage, il m'est apparu que, mon père étant né en 1921, tout ce qui datait de 1921 participait de ce que les philosophes allemands appellent le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps. Il y a dans toute chose qui date de 1921 une espèce de coïncidence. C'est le même temps, c'est la même énergie, c'est la même force. Et si vous avez une symphonie écrite en 21, si vous avez un roman écrit en 21, si vous avez une sculpture, un bâtiment qui ont été produits dans ces années-là, vous avez quelque chose qui se trouve dit. C'était mon hypothèse. Et rien n'était plus intéressant que d'aller chercher un 1921 hédoniste, à savoir du côté du vin, ou d'un vin qui date de 1921. Les vins, quand ils sont faits, non pas pour séduire une clientèle, mais parce qu'ils procèdent d'une autobiographie, là encore, du viticulteur, ils disent ce qu'est la personne qui fabrique ce vin. Et effectivement, on y met son âme, on y raconte des choses. Et le temps passe, et les bouteilles vieillissent. Et en vieillissant, ce qui est assez singulier, et je voulais faire cette expérience, je me suis dit, mais comment ce vin a-t-il vieilli ? Est-ce que ce vin pourrait me dire quelque chose de mon père? Il se fait que les gens qui m'ont ouvert de belles caves de champagne m'ont fait l'amitié de faire ce qu'on appelle une verticale, c'est-à-dire on prend le même vin et puis on remonte de dates récentes jusqu'à 1921. Et ce qui était assez singulier, c'est qu'on avait voulu me faire plaisir et qu'on avait donc trouvé des dates qui correspondaient à des moments particuliers de ma vie, l'entrée dans l'éducation nationale, la création de l'université populaire du goût, ma date de naissance, ce fait que c'est 59 et que c'est un bon millésime. Et puis on est arrivé à 1921. Et assez singulièrement, ces gens qui ignoraient qui était mon père ont parlé de ce vin comme s'il s'agissait de mon père, sans le savoir bien sûr. Et je découvrais donc qu'il y a effectivement une façon de communiquer, comme dans les vases communicants, qui permettait à des êtres, à des objets, de s'imprégner d'une époque ou d'un temps, et qu'on pouvait retrouver, en allant chercher dans une date de naissance en particulier, des informations qui nous permettaient de savoir qui on était véritablement. J'ai consacré une séance suivante, la séance suivante, c'était l'an dernier et c'est dans Cosmos, à ce que j'ai appelé les géorgiques de l'âme. C'est une expression d'un philosophe dont on parle peu, qui s'appelle Francis Bacon, parce qu'on préfère parler de Descartes, c'est franco-français, mais c'est une expression intéressante parce qu'elle permet de réfléchir à la question de la culture. Quelle relation y a-t-il entre culture et agriculture ? Est-ce qu'il y a même une relation ? En fait, oui. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la culture, c'était le savoir de l'agriculture. Ça supposait qu'on connaisse les sols, ça supposait qu'on connaisse les dieux de la fécondité, les dieux de la moisson.
et qu'on puisse savoir s'adresser à ces dieux-là. Et donc au départ, la culture, c'est le savoir de l'agriculture, qui est connaissance de la nature. Et ça dure pendant des siècles. La culture préhistorique, elle est en relation, évidemment, pas avec les livres, mais elle est en relation avec le monde. Les gens sont capables de regarder le monde à cette époque-là et de voir le ciel, de voir les plantes, de voir la forêt, d'écouter le murmure des ruisseaux, de comprendre le vol des oiseaux, de regarder un certain nombre de choses et de comprendre qu'il y avait à comprendre. Et donc, nous avons, nous, oublié la liaison de la culture et de l'agriculture. Parce qu'il y a un moment, et c'est le moment du surgissement du livre, où la culture, ça devient le commentaire du livre qui dit le monde. Avec le monothéisme, ça devient le Talmud, ça devient la Bible, ça devient le Nouveau Testament, ça devient le Coran, et d'un seul coup on vous dit « mais ne regardez pas le monde, regardez les livres qui disent le monde, ça suffira bien ». Et la culture n'est plus une affaire d'agriculture, la culture devient une affaire de bibliothèque. De sorte que cette culture qui nous permettait d'entrer en relation avec la nature, elle est perdue. Et elle est perdue depuis au moins le monothéisme, mais aussi depuis la disparition de la ruralité en France. Il y avait chez les paysans du XIXe siècle, et d'une certaine manière mon père était un paysan du XIXe siècle, un savoir ancestral presque issu de Virgile, et qui nous permettait de savoir un certain nombre de choses sur le monde, et des choses qui étaient en relation avec ce que la nature nous disait, ce que la nature nous enseignait. Et on pouvait, à l'époque, comprendre un certain nombre de choses. On pouvait comprendre qu'effectivement, il y avait un cycle dans la nature, qu'il y avait un temps, et que le temps de la nature, c'est pas le temps du chronomètre, ça n'est pas le temps de la montre, que c'est le temps du cosmos, et que nous avons perdu ce temps du cosmos. Nous ne savons plus ce que sont les saisons quand nous habitons en ville, parce qu'on voit bien que, effectivement, le jour est peut-être plus long l'été et puis plus court l'hiver, mais pour le reste, quelles sont les odeurs de la nature en ville ? Quelles sont les odeurs de l'été ? Quelles sont les odeurs du printemps ? Quelles sont les odeurs de l'automne ? Quelles sont les odeurs qui vous permettent de décoder ce qui a lieu et de comprendre votre présence au monde ? Dans les villes, il y a du béton, il y a du bitume, il y a du gaz d'échappement. Il y a des produits toxiques, enfin tout ce qui fait que notre nez fonctionne moins bien, donc notre cerveau fonctionne moins bien, puisque ce qui nous permet de sentir, c'est finalement du cerveau. Toutes les cellules olfactives sont des espèces de projections du cerveau qui nous permettent de toucher le monde avec le nez, de le toucher avec les oreilles, de le toucher avec les yeux, mais d'entrer en relation avec ce monde-là. Il s'agit donc de rentrer en relation avec ce temps des campagnes, comme il y a un temps des villes, pour que nous puissions comprendre que celui qui nous gouverne, c'est ce temps-là. Nous avons oublié le temps naturel qui était le temps des paysans qui n'avaient pas besoin, à l'époque, d'une montre. Il leur suffisait de regarder, mais mon père savait faire ça, la course du soleil dans le ciel pour savoir quelle heure il était. Et puis, il y a un moment donné où le christianisme nous a dit « mais il va falloir que vous sachiez ce que sont les heures ». Et on a commencé à faire fonctionner le chronomètre, et le premier des chronomètres, c'est la cloche du village. C'est l'Angélus, peint par Jean-François Millet. On vous fait savoir qu'il est l'heure de la prière. On vous fait savoir qu'il est l'heure de manger. On vous fait savoir qu'il est l'heure de dormir. On vous fait savoir qu'il est l'heure de travailler. On vous fait savoir qu'il est l'heure de vous coucher ou l'heure de vous réveiller, ou etc. Et nous ne vivons plus que sur les rythmes chronologiques qui sont les rythmes d'un temps culturel et plus du tout d'un temps naturel. J'avais consacré également une séance intitulée « Après-demain, demain sera hier ». C'est une belle expression des tziganes. Alors évidemment, les tziganes aujourd'hui, ils sont très civilisés, souvent évangélistes, avec des voitures, avec des téléphones portables, avec des antennes paraboliques. Ils sont branchés sur la totalité du monde. Mais je me souviens que dans mon village natal, il y avait de temps en temps, régulièrement, des romanichels, comme on disait, qui arrivaient avec leur roulotte au pas d'un cheval. Et je me suis intéressé à cette culture parce que finalement, c'est un peuple fossile. J'entends par peuple fossile un peuple qui a gardé trace et mémoire de ce que nous avons été très anciennement. Nous avons été nomades avant de devenir sédentaires. Ce sont les sédentaires qui fabriquent les villes. Les nomades sont dans la nature. Les nomades, ils font un campement. Et puis ils lèvent le camp et puis ils s'en vont. Et puis ils retrouvent un autre campement. Parce que les chevaux ont brouté le champ et puis qu'il faut aller ailleurs. Il faut changer d'endroit parce qu'on a assez pêché, on a assez chassé. Et puis l'hiver, c'est pas l'été. Le printemps, c'est pas la même chose. Il y a des plantes qu'il faut aller chercher. Il y a des produits qu'il faut aller chercher. Et les tziganes connaissaient ces choses-là parce qu'ils étaient peuple et qu'ils sont toujours, d'une certaine manière, peuple de l'oralité, peuple du silence et des cycles.
C'était des gens qui connaissaient la nature, mais qui ne faisaient pas état de leur connaissance de la nature, parce qu'ils sont dans la nature. C'est un peuple qui a naturellement le sens du cosmos. Il a aussi le goût de la liberté et de la tribu. On ignore chez les Tziganes le péché originel. Ça n'a pas eu lieu, le péché originel. Il n'y a pas cette conception du monde qui supposerait que nous avons péché un jour et que nous devons payer ce péché par le travail. Le rapport au travail des Tziganes n'est pas du tout le même que le rapport que nous entretenons, nous, au travail. Notre travail est cadencé, chronométré, mesuré. On travaille pour travailler, puisque c'est une punition et qu'on l'a bien mérité. Donc il s'agit de travailler même si on produit en quantité, même si on produit trop, même si on fait des stocks et qu'on détruit ces stocks, même si on détruit la nature. Il y avait dans la logique, et il y a toujours dans la logique du Tzigane, cette idée qu'on travaille ce qu'il faut pour vivre et pour survivre. On travaille pour manger. On travaille parce qu'il faut faire 2 ou 3 petites choses pour acheter le nécessaire qui nous permet de vivre ou de survivre. Il y a des leçons à prendre chez les Tziganes. Et il me semble que, dans la mesure où ils ne sont pas soumis au chronomètre, au travail productif, ils sont notre mauvaise conscience. Et c'est ce qui explique la détestation qu'il y a si souvent pour les gens du voyage, comme on dit aujourd'hui dans des formules qui évitent Romanichel, par exemple, ou Tzigane, et ce sont des peuples qui ont été méprisés et pourchassés. Les Roms, en Europe, font toujours l'objet de persécutions, même si ils ont subi la déportation du national-socialisme, qui estimait effectivement qu'il n'y avait pas de nécessité à voir vivre ces gens qui nous rappelaient ce dont nous venons, c'est-à-dire la nature, une espèce de sauvagerie au sens noble du terme, c'est-à-dire une pure présence au monde, parce qu'il fallait une espèce de surhomme fabriqué selon les critères de l'idéologie nationale-socialiste. Donc il a fallu détruire ces peuples-là. Et ces peuples-là sont toujours là. Et ils font toujours l'objet d'une vindicte que je voulais interroger, parce que je voulais savoir pourquoi nous souhaitions à ce point leur disparition. C'est-à-dire, je ne parle pas de la disparition physique, mais on les aime bien, mais pas chez nous. S'ils ont un campement, c'est bien, mais il vaudrait mieux que ce soit le plus loin de chez nous. Ils nous volent nos poules. Oui, mais alors, quel percepteur vole des poules aussi, et il en fait un métier. L'agent immobilier vole les poules, et quantité de poules, même des poulaillers, des grands poulaillers, mais on ne le pourchasse pas pour autant. On estime même que c'est son métier. Et puis d'autres, je n'aurais pas n'attaquer que 2 ou 3 personnes, les agents immobiliers, mais nous sommes nombreux à voler plus que des poules et à estimer que ce sont ces gens-là qu'on doit punir, puisqu'ils nous volent nos poules ou nos vélos. Il y a donc une vindicte parce que la plupart du temps, nous appelons barbarie tout ce dont nous avons perdu les codes. Si nous retrouvons les codes, ce que nous disent les Tziganes, c'est qu'effectivement, nous sommes bien piteux avec nos montres, avec nos chronomètres, avec nos réveils, avec nos temps consacrés au travail, avec le labeur, avec cette idée que nous produisons des choses inutiles en quantité et que nous exploitons, que nous créons des désirs, que nous créons des faux désirs et que nous perdons notre temps. Ce qui est intéressant chez les Tziganes, c'est qu'ils ne perdent pas leur temps. J'ai souhaité ensuite examiner, toujours dans la logique du temps, ce que j'ai appelé le pliage des forces en forme, c'est-à-dire me demander ce qu'était ce temps. Est-ce qu'on doit pouvoir continuer à fabriquer des formules, ajouter des formules aux formules pour définir le temps? En fait, le temps est partout présent dans chacune des cellules de ce qui se trouve composé. Vous, moi, les fleurs, les plantes, les oiseaux, les animaux, parce que tout procède d'une même matière. Et il faut aller voir du côté de l'astrophysique. C'est une étoile qui s'effondre sur elle-même qui rend possible notre univers. Tout ce qui est là, dans cette assemblée, sur cette table, procède d'une même matière. C'est la même matière. Et cette matière conserve l'écho, d'une certaine manière, de cet effondrement de l'étoile. Le temps, c'est ça. Il y a une table de Mendeleïev qui dit voilà ce que sont les matériaux qui constituent le monde. Eh bien, c'est l'alphabet du monde. Il n'y a pas d'autres matériaux que ces matériaux dont Mendeleïev a dit un jour voici ce qu'est la table des substances qui constituent le monde. Et les substances qui constituent les poissons, les oiseaux, ou nous, c'est la même chose. Mais qui constituent aussi les rivières, les forêts, c'est la même chose. Et il y a du vivant partout où il y a du temps, il y a du temps partout où il y a du vivant, et le vivant n'est jamais que l'écho donné à l'effondrement
de cette étoile il y a évidemment plusieurs millions d'années. Il y a donc une espèce d'horloge interne dans tout ce qui vit et dans tout ce qui est vivant. J'ai vu il y a quelques jours dans le journal qu'il existe un certain nombre d'arbres qui sont originaires de l'équateur, du pays de l'équateur, et que parfois ces arbres ont été transportés un peu plus haut dans l'hémisphère nord ou un peu plus bas dans l'hémisphère sud. Et il se fait que jusqu'à 2,50 m, ces arbres poussent droit, et qu'à partir de 2,50 m, ils poussent dans la direction de l'équateur. C'est-à-dire que quand ils sont au sud, ils remontent vers le nord, quand ils sont au nord, ils descendent vers le sud. Et effectivement, il y a cette courbe des arbres, parce qu'il y a une horloge interne dans les arbres aussi. Dans les animaux, dans les arbres, dans les pierres. Nous ne savons pas voir comment vivent les pierres, parce que nous n'avons pas la capacité à les projeter dans le temps. On sait aujourd'hui, avec des caméras, en faisant une image toutes les 10 minutes, quand on filme l'évolution d'une fleur ou d'une plante, vous avez vu ces films-là qui sont formidables, et qu'on les met en accéléré, eh bien vous voyez d'un seul coup la plante qui bouge. Elle sort, elle germe, elle s'en va vers la lumière, parce qu'elle aime la lumière et elle veut la lumière, puis à un moment donné, elle disparaît, puis c'est fini, puis on voit la naissance, la vie, la mort de cette plante-là. On voit donc qu'elle est vivante, la plante. Eh bien, si on avait exactement la même possibilité de faire un film avec une image tous les 10 000 ans, si on faisait la même chose avec une pierre, on la verrait vivre. On verrait comment elle a été liquide, puis comment elle est devenue solide en se refroidissant, puis comment elle subit les effets du temps. Eh bien, tout ce qui est minéral, végétal, animal, humain, tout ce qui est procède d'un même temps qui se trouve donc plié. C'est ce qui me fait dire qu'il y a des pliages de force en forme. La force, c'est le vivant. Les formes, c'est ce qui fait qu'on a affaire à un arbre plutôt qu'à un animal, à une fleur plutôt qu'à une forêt. Mais il y a des formes, elles contiennent ces forces qui sont pliées en permanence en elles. J'ai souhaité, en regard de ce temps-là, proposer ce que j'ai appelé la construction d'un contre-temps. Nous sommes soumis à cette pression du temps chronologique, cette pression du temps culturel, dès la naissance. On dit à un enfant qu'il y a des heures pour dormir, il y a des heures pour être réveillé, il y a des heures pour manger, il y a des heures pour ceci, il y a des heures pour cela, etc. Et nous ne sommes éduqués que dans cette configuration d'un nécessaire pliage de notre corps à la culture. Nous intégrons cette idée que le temps, c'est une affaire culturelle. Je souhaiterais que nous puissions intégrer le temps comme une affaire naturelle. Ce contre-temps, il devrait nous permettre de retrouver évidemment les rythmes de la nature, les rythmes de la journée. Nous ne vivons pas au rythme de la journée. On pourrait se réveiller avec le soleil, se coucher avec la disparition du soleil, on pourrait vivre sur ces principes-là, ça n'est pas le cas. On met son réveil à sonner, et puis à un moment donné, on n'a pas forcément envie de dormir, mais il faut dormir, parce que le lendemain matin, il faut se réveiller alors qu'on n'a pas choisi ou qu'on n'a pas forcément voulu. Et de fait, le temps a longtemps été le même. Le temps de Virgile a fonctionné jusqu'à l'invention du moteur. Et on marchait beaucoup. On pouvait chevaucher son cheval et on pouvait avancer au pas d'un cheval. Il y a eu après le vélo, ça n'allait guère plus vite, mais enfin ça allait un petit peu plus vite. Et puis il y a un moment donné où effectivement on s'est affranchi du temps, on a cru du moins s'affranchir du temps alors qu'on est devenu des esclaves du temps parce qu'on a eu le moteur. Ce qui nous a permis les voitures, puis après les avions, puis après les bateaux. Et nous avons l'impression que ce sont les vrais temps qui devraient aujourd'hui nous permettre de nous comporter. On devrait se comporter en regard de la pendule. Et nous avons fabriqué des instruments qui ont tué le temps réel au profit d'un temps virtuel. Le téléphone, la radio, la télévision, les écrans vidéo sont autant d'occasions pour nous de vivre dans un faux temps. C'est le temps qu'on nous inflige, c'est le temps que la civilisation et la société nous infligent. On nous dit « vivez dans ce temps-là, soyez moderne ». Si vous ne vivez pas dans ce temps-là, c'est que vous êtes un ringard, évidemment un réactionnaire, un contre-révolutionnaire, même éventuellement. Si vous dites non, moi j'ai envie de décider de mon temps. C'est pas vous qui déciderez de mon temps. Et mon temps n'est pas le temps des chronomètres, n'est pas le temps des pointages. C'est le temps de mon désir, c'est le temps de mon caprice, c'est le temps de ma volonté. Il faudrait inventer un temps hédoniste. Il faudrait que chacun s'invente un temps hédoniste et qu'on puisse vouloir ce qu'on voudrait voir se répéter sans cesse. C'est ce que Deleuze dit de Nietzsche. Nietzsche ne le dit pas, mais c'est une lecture de Nietzsche qui se défend. Et c'est la lecture nietzschéo-gauchiste des années 68-70. Nietzsche ne le dit pas, puisqu'il pense qu'il y a un éternel retour et qu'on n'a pas le choix, et que tout revient exactement dans les mêmes formes. Mais Deleuze disait, non, il faut vouloir ce qu'on voudrait voir se répéter sans cesse. Et je pense que quand vous agissez,
vous n'agissez pas forcément en regard de ce que vous voudriez voir se répéter sans cesse, mais que vous agissez en regard de contraintes chronométriques, mais de contraintes également civilisationnelles. Voilà comment, dans un premier temps, j'ai souhaité aborder la question du temps. J'ai souhaité ensuite aborder la question de la vie. Et vous voyez que c'est inséparable pour moi, parce que s'il y a du temps, c'est qu'il y a de la vie. S'il y a de la vie, c'est qu'il y a du temps. Une vie sans le temps n'a pas de sens. Une vie hors du temps n'a pas de sens, sauf pour les théologiens qui imaginent que la vie hors du temps, c'est la vie de Dieu, ou c'est la vie du divin, ou c'est la vie de la divinité. Donc, deuxième temps consacré à la vie, et j'avais intitulé une séance « Botanique de la volonté de puissance ». J'ai un peu parlé de Nietzsche, et il y a un gros malentendu sur Nietzsche et sur la question de la volonté de puissance, parce que pour Nietzsche, il y a cette phrase, je ne suis pas germaniste, je ne vais pas faire le malin, mais il parle de « Wille zur Macht », c'est-à-dire le vouloir vers la puissance. Ce n'est pas une volonté de puissance, mais c'est un vouloir vers la puissance. Quand je vous parlais tout à l'heure de ces plantes qui recherchaient la lumière, eh bien les plantes recherchent la lumière en vertu de la volonté de puissance. C'est-à-dire ce que Spinoza, d'une certaine manière, appelait être et persévérer dans son être. Ce que veut ce qui est, c'est être et persévérer dans son être. Ce que veut l'arbre, c'est être arbre et persévérer dans son être d'arbre. Et c'est la même chose avec la fourmi, avec l'oiseau, avec etc., etc. Et nous, bien sûr, ce que nous voulons, c'est ça, c'est persévérer dans notre être. Et la volonté de puissance, elle nomme ce qui en nous veut la vie. Il y a en nous quelque chose qui veut la vie. Et on le voit. Et on voit ça aussi dans des plantes. Et Nietzsche a parlé à un moment donné d'une plante qui s'appelle le Cipo matador. Et j'avais souhaité voir cette plante un jour, et puis j'ai cherché un peu partout, ça a été difficile. Je suis rentré en contact avec des férus de botanique qui m'ont donné des informations assez contradictoires. Et puis un jour, je me suis trouvé devant un Cipo matador en Colombie. On m'a dit, ça, c'est un Cipo matador. Et c'est une liane qui grimpe autour d'un arbre parce qu'elle veut la lumière. Et nous voulons la lumière. Et vous verrez que c'est un leitmotiv dans Cosmos. Nous ne sommes que lumière. Nous ne voulons que lumière. Alors je ne suis pas dans la proposition d'une métaphore. Il ne s'agit pas d'une lumière métaphorique. Il s'agit d'une lumière réelle, le soleil. Nous sommes solaires. Nous devons être solaires. Nous devrions être solaires. Vouloir du soleil, vouloir de la lumière, vouloir cette force qui permet à la vie d'être. On a appris ça à l'école, la question de la photosynthèse, et on sait très bien que c'est le soleil, c'est la nourriture de tout ce qui est. Eh bien, il faut aller voir du côté des plantes, parce qu'il y a de la plante en nous. Il y avait chez Lamétrie, qu'on connaît bien pour avoir écrit L'Homme-Machine, un autre livre qu'on connaît un peu moins bien, qui s'appelle L'Homme-Plante, et qui était une proposition extrêmement intéressante, qui disait, mais regardez une plante, regardez un homme, mettez-les en relation, et vous allez voir que finalement, c'est la même chose. Il y a de la plante en nous. Et notre système neuro-végétatif, sur lesquels les médecins s'attardent assez peu, on a des spécialistes en tout, en rectum, en bouche, en oreille, ou je ne sais quoi, mais on n'a pas de spécialistes en système neuro-végétatif. C'est pourtant ce qui rend possible la vie en nous. C'est pourtant ce qui fait qu'à un moment donné, la vie s'épuise, la vie s'en va, et que le système fonctionne moins bien ou ne fonctionne plus. Il y a un mystère en l'être qui n'est pas mystérieux, mais parce qu'il est mystérieux tout de même, on ne l'étudie pas. On n'analyse pas ce qu'est le système neurovégétatif. Il fait chaud dehors, vous rentrez dans cette pièce, il fait froid, ou l'inverse. Eh bien, votre corps va faire le nécessaire pour réhabiliter cette température qui est la vôtre, pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de choc thermique. C'est le système neurovégétatif qui fait ça dans votre corps, dans notre corps. Eh bien, c'est la même chose dans les plantes. Et il y a aujourd'hui un courant de neurobiologie végétale qui découvre des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire qu'au bout des racines, il y a de l'intelligence chez les plantes. Et les plantes communiquent, les arbres communiquent. Et pendant très longtemps, on a estimé effectivement que les plantes n'étaient pas vivantes d'une certaine manière, n'étaient pas douées de conscience. On aura l'occasion de voir que ça n'est pas le cas. J'ai consacré également une séance à ce que j'ai appelé philosophie de l'anguille lucifuge. Lucifuge, ça veut dire qu'il n'aime pas la lumière. Et de fait, les anguilles que j'ai pu voir dans le lavoir de mon village, à Chambois, étaient des animaux un peu mystérieux, dont mon père m'avait dit aussi qu'elles allaient se reproduire dans les Sargasses, dans la mer des Sargasses. Et ça a été l'occasion pour moi de comprendre que si les étoiles pouvaient me renseigner sur le temps, les anguilles pouvaient me renseigner sur l'espace. Et quand on est ainsi doté d'une conscience du temps et d'une conscience de l'espace, alors on comprend beaucoup de choses pour trouver sa place dans le cosmos. Il y a des hirondelles dans mon village, et ces hirondelles s'en vont. Les papillons
sont des papillons migrateurs. Qu'est-ce qui fait également que ces animaux s'en vont, puis reviennent à des moments de l'année qui sont susceptibles d'être notés, pointés. On sait à partir de quel moment les animaux se mettent à migrer, quand ils s'en vont dans les hémisphères où il fait plus chaud pour trouver de la nourriture. C'est une espèce d'horloge aussi, bizarre, horloge interne, horloge magnétique, horloge naturelle, mais impeccable. C'est-à-dire on sait quand les animaux partent, on sait quand les animaux reviennent, et ils partent, et ils reviennent. Et les anguilles qui n'ont jamais appris où était la mer des Sargasses, proviennent de la mer des Sargasses, se retrouvent, par exemple à Chambois, dans cette petite rivière, et à l'heure dite, elles repartent vers la mer des Sargasses, où elles vont pondre, se reproduire et mourir. Et les autres, les enfants, les bébés, je veux dire, de ces anguilles, referont le trajet inverse et auront intégré également ce genre de choses. Nous sommes des anguilles. Il y a en nous un cerveau reptilien, on le sait, en plus du cortex et du néocortex. On sait comment fonctionne le cortex. C'est le lieu de l'association, c'est le lieu de la conscience, c'est le lieu de l'intelligence. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui fonctionne chez nous quand il y a du cerveau reptilien. Le vivant obéit à une nécessité, à un déterminisme. Eh bien, nous sommes vivants, nous obéissons à ce déterminisme ou à ces déterminismes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a du cerveau reptilien en nous et comment ça fonctionne. J'avais consacré le chapitre suivant à réfléchir à cette question-là autour d'un animal qu'on appelle le nématode, qui est un parasite. Voilà pourquoi j'avais appelé cette séance-là le monde comme volonté et comme prédation. C'est un clin d'œil à Schopenhauer. On n'entrera pas dans le détail du pourquoi Schopenhauer appelle son gros livre le monde comme volonté et comme représentation. Mais il m'a semblé effectivement que le nématode était aussi un animal extrêmement intéressant. On le voit peu, mais il est aussi dans nos rivières. Et c'est un animal qui est capable de rentrer dans un autre animal, de prendre possession de son système cérébral et de conduire l'animal pour que l'animal fasse ce qu'il désire. Le nématode a besoin, pour se reproduire, de parasiter le corps d'un grillon. Il entre dans le corps d'un grillon et il se fait qu'il détruit la totalité de ce qui est susceptible d'être mangé dans le corps du grillon, mais en même temps en prenant possession de son système nerveux. Et il y a un moment donné où le grillon se jette dans l'eau, se suicide. Le nématode perce le ventre du grillon et on voit une espèce de grand ver qui fait 10, 15, 20 cm qui sort du corps du grillon et qui va pouvoir vivre et se reproduire. Il y a du parasite chez nous aussi. Je ne vais pas vous donner des noms, mais vous en avez. Vous connaissez des gens qui fonctionnent sur le principe du parasitage, des gens qui vivent de votre sang, qui se nourrissent de ce que vous êtes. Et c'est intéressant de réfléchir à cette question-là. Quand sommes-nous des prédateurs ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Qui prend le contrôle de qui et comment et de quelle manière ? Très intéressant de voir que des grillons peuvent se comporter comme ça et que nous-mêmes, nous pouvons parfois, avec des toxoplasmoses par exemple, que nous pourrions contracter auprès d'un chat, eh bien, il y a avec la toxoplasmose cette idée que des parasites qui ont besoin d'un corps pour se reproduire puissent prendre possession de notre propre corps et maîtriser un certain nombre de choses dans notre corps, c'est-à-dire maîtriser par exemple tout ce qui est neuronal. Donc c'est intéressant de réfléchir à cette question du déterminisme, de la nécessité. Sommes-nous libres, oui ou non ? Sommes-nous déterminés, oui ou non ? Et si nous sommes déterminés, qu'est-ce qui nous détermine ? Et de quelle manière y a-t-il déterminisme ou détermination ? La nature n'est donc pas bonne, elle n'est pas non plus méchante. Elle n'est pas bonne comme le disait Rousseau, elle n'est pas méchante comme le disait Sade ou Freud. La nature, elle est comme ça. Elle a besoin pour être et pour persévérer dans son être qu'il y ait effectivement des proies et des prédateurs. D'une certaine manière, l'homme est le seul animal dont on puisse dire qu'il est un prédateur sans prédateur. Sauf si, évidemment, vous allez dans des endroits où il y a des animaux dangereux et que vous pouvez vous faire manger par des lions, je ne sais quoi. Mais en temps normal, là où il y a des lions, il y a peu d'hommes. Et où il y a beaucoup d'hommes, il y a des prédations qui sont assez rares. Les serpents sont extrêmement gentils et sympathiques. Les vipères ne mordent que si on les agresse, ou pour manger, ou pour se nourrir, pour tuer, pour manger. Mais si l'animal est repu, qu'il a mangé, et que vous ne l'agressez pas, il ne va pas vous tuer, il ne va pas vous piquer, il ne va pas vous mordre, parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire. Mais il faut savoir effectivement qu'il y a de la prédation et que nous sommes dans cette logique-là. Nous sommes parfois des proies et nous sommes parfois des prédateurs. J'ai intitulé ensuite un chapitre « Théorie du fumier spirituel » parce que le fumier spirituel, c'est une expression de Rudolf Steiner et j'avais souhaité savoir ce qui se cachait derrière l'anthroposophie. Parce qu'on nous parle aujourd'hui de vin bio, et quand on dit bio, on ne sait pas si c'est biologique ou si c'est biodynamique, et c'est pas forcément la même chose.
Et moi qui aime bien le vin, j'ai toujours eu du mal avec un certain nombre de vins dits naturels dont on nous disait il faut absolument oublier tous les autres vins pour pouvoir les goûter. Et de fait, il fallait souvent avoir une mémoire du vinaigre pour pouvoir comprendre comment fonctionnaient ces vins-là. Je sens que je vais déplaire, mais on n'est pas là pour plaire. Et je me suis dit, mais moi j'ai une logique hédoniste. Si j'ai du plaisir avec un vin, je ne vais pas m'interdire. Ce vin-là, fut-il naturel, biodynamique, biologique ou je ne sais quoi. Or, quand on ne met pas un certain nombre de produits, ce vin se dégrade parce que c'est un produit naturel qui se décompose. Et il y a souvent dans ces vins-là de la décomposition. Et on nous dit, mais il faut aimer la décomposition parce que vous avez tort d'aimer d'autres produits, d'autres vins qui sont fabriqués avec de la chimie et qui, etc., etc. Et j'ai voulu aller voir ce qu'étaient vraiment ces principes parce que j'ai discuté un jour avec un producteur de vins biodynamiques qui finalement prenait beaucoup de liberté avec Steiner. Comme il y a des marxistes qui ne croient pas à la lutte des classes, il y a même des chrétiens qui ne croient plus au paradis, il y en a même au diable. Donc on voit bien effectivement que pour certains, la biodynamie était aussi d'une certaine manière une métaphore. Et alors je me suis intéressé à cette question de la bouse de corne enterrée, des petits rongeurs qu'on écorche et qu'on brûle puis dont on pulvérise les cendres, ou les fleurs qu'on coud dans des vessies de cerf, ou les crânes de chiens qui sont farcis d'écorce de chêne, enfin tout ce que propose Rudolf Steiner pour qu'on puisse pouvoir se réclamer de la biodynamie. En disant ça, on est dans une logique biodynamique. Et je souhaitais que toutes mes considérations sur le temps et sur la nature n'entrent pas dans une entreprise de récupération qui aurait été un peu New Age, qui aurait permis de dire, eh bien, finalement, il y a de l'indicible, il y a du mystérieux, il y a de l'ineffable, et puis on arrive assez vite à justifier des choses injustifiables, et on finit par rentrer dans la secte de Raël en estimant que pour être sauvé, il faudra avoir été cloné et qu'une soucoupe volante viendra vous chercher quand vous serez cloné pour vous sauver définitivement. Donc je souhaitais dire que ma réflexion sur la nature n'était pas une réflexion qui entrait en contact avec ceux qui vont chercher dans la nature des occasions de retrouver de la transcendance ou une divinité qui serait perdue et qui leur manquerait. J'ai intitulé ensuite un chapitre fixé des vertiges vitalistes en regardant l'art africain, c'est un art que j'aime beaucoup et qui dit beaucoup de choses sur ce qu'on appelle le dionyssisme, c'est-à-dire la puissance de Dionysos et la puissance du vivant chez les Africains. Et donc on a utilisé l'art africain. Et ce sont quelques grands occidentaux, je songe à Apollinaire d'abord, à Braque ensuite, et puis à Picasso pour finir, mais à beaucoup d'autres également du côté de la poésie, qui se sont servis de l'art africain en disant il faut que ça bouscule notre art. Il n'y a pas d'art africain. C'est pas de l'art, pas plus qu'il n'y a d'art avant que le mot n'apparaisse et que le mot esthétique apparaisse au XVIIIe siècle. Ce sont des objets qui permettent d'être en contact avec le sacré. Alors on peut définir l'art comme ça. Mais si on définit l'art comme ça, pourquoi pas? Mais il n'y a pas d'autonomie de l'art chez les Africains pour lesquels un masque, une statuette, ce sont des objets qui permettent d'entrer en contact avec le divin, avec le sacré, avec la divinité, qui n'est pas séparée du vivant. Chez les Africains qui sont animistes ou totémistes, il y a un culte de la vie et les objets qu'on dit d'art africain sont des objets qui leur permettent justement d'entrer en contact avec un monde qui n'est pas un monde de l'au-delà, mais qui est un monde de l'ici-bas, mais qui est un monde des vibrations, qui est un monde des petites perceptions, pour utiliser le vocabulaire de Leibniz. Et ça m'intéressait d'aller voir comment, sous prétexte d'ethnologie, on avait fait la plupart du temps des ethnocides sur la totalité de la planète, en détruisant, quand je dis on, c'est le christianisme à partir des périodes de conquête. On a détruit les civilisations mexicaines, toltèques, olmèques, aztèques, etc., mais aussi d'autres civilisations, taïnos par exemple, qui sont des civilisations qui ont disparu, parce qu'en même temps, elles avaient une vision du monde qui rendait possible le contact réel avec la nature. Nous avons perdu ce contact avec la nature, et voilà pourquoi, plutôt que de voir dans ces fétiches des intercesseurs avec le monde des esprits, nous voyons des œuvres d'art. Et voilà pourquoi des pièces sont vendues à des tarifs terribles chez les grands collectionneurs. J'ai souhaité, après le temps et la vie, aborder la question de l'animal dans une réflexion que j'avais appelée Épiphanie de la bête judéo-chrétienne, parce qu'il y a un moment donné où, vous l'avez constaté, il y a des animaux qu'on dit domestiques et des animaux qui ne le sont pas. Qu'est-ce qui fait que vous ne mangerez pas le poisson rouge qui est dans votre bocal, alors que vous mangerez le lapin qui est dans votre clapier? Encore que notre civilisation aidant, il n'y a plus de clapier et qu'on a du mal de plus en plus à manger du lapin qui est devenu un animal de compagnie. Mais donc, il y a un moment donné où il faut absolument qu'on sépare les humains des animaux, et j'avais souhaité voir comment tout ça fonctionnait. Ce qui faisait qu'il y avait des animaux qui étaient en contact avec nous,
et des animaux qui n'étaient pas en contact avec nous, donc des animaux qu'on pourrait dire civilisés, et des animaux qui ne le seraient pas, des sauvages et des civilisés. Et c'était intéressant de voir comment la partition entre le familier et le domestique s'était constituée. Il y a aussi, à un moment donné, donc on transforme l'animal en bête. C'était l'occasion pour moi d'intituler ce chapitre « La transformation de l'animal en bête », et c'est Darwin qui est le grand penseur de cette transformation-là. Darwin est majeur. Tout le monde le connaît, personne ne l'a lu. Et quand on a lu L'origine des espèces, grand livre, 1859, mais plus grand livre encore, 1871, La destination de l'homme, ou La destinée de l'homme, qui est un livre extrêmement intéressant qui montre qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais une différence de degré. Nous n'avons pas encore exploité intellectuellement cette révolution. Nous sommes toujours dans un monde qui ignore Darwin, le darwinisme, ou ce que Darwin nous a enseigné. Il abolit, Darwin, la métaphysique. C'est-à-dire qu'à partir de lui, on ne va plus chercher du côté de l'âme, du côté d'un certain nombre de choses qui relèveraient de l'immatériel, mais on s'en va voir du côté de la physiologie. C'est la physique qui fait la loi avec Darwin. C'est la biologie, c'est la nature. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on appellera un petit peu plus tard l'éthologie, c'est-à-dire la discipline qui permet d'étudier le comportement des animaux, ce qui nous permet de dire, puisque les animaux se comportent comme ça, et que nous sommes des animaux, eh bien nous nous comportons aussi comme les animaux. Prenons des leçons sur le comportement des grands singes, et nous découvrirons que les hommes se comportent de manière adéquate. Les grands singes peuvent montrer leurs fesses rouges aux femelles pour leur dire que les femelles les intéressent. Les hommes achètent une Ferrari rouge pour montrer que eux aussi peuvent obtenir le même genre d'effet. Nous nous comportons comme des animaux. La plupart du temps, ça fonctionne d'ailleurs assez bien. Ça, c'est pour l'an dernier. Il me reste peu de temps pour vous dire ce que nous allons faire ensemble cette semaine et pour vous redire qu'effectivement, chaque séance est susceptible de se trouver dissociée. Et donc, ce soir, nous allons aborder la question de ce que j'appelais le surgissement des animaux non humains. Et effectivement, les animaux sentent, perçoivent, sont capables de se souvenir, sont capables d'envisager le futur. Donc, ils ont une conception du temps, du présent, du passé, du futur, et ils sont capables de fabriquer des outils. Toutes ces choses, moi quand j'étais en philo, en terminale, on me disait ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est l'outil. Les animaux ne fabriquent pas d'outils et les hommes fabriquent des outils. On sait très bien aujourd'hui que les animaux sont capables d'utiliser des brins d'herbe pour aller chercher des fourmis dans les nids de fourmis, qu'ils sont capables d'utiliser une pierre pour casser une noix, et qu'effectivement les animaux ont aussi inventé les outils ou les instruments. De sorte que c'est parce que nous avons décidé qu'ils étaient séparés de nous qu'il nous fallait chercher des signes distinctifs. Or, les signes qui nous rapprochent sont nettement plus nombreux, nettement plus abondants que les signes qui nous éloignent. J'ai vu un jour en Inde des singes qui étaient réunis en cercle comme ça. Ça m'a rappelé les comités de rédaction de Grasset et ceux de la règle du jeu de Bernard-Henri Lévy. Et donc, il y en avait quelques-uns qui se grattaient la tête, etc. Et ça me rappelait des gens dont je ne donnerai pas leur nom, et on voyait ces gens, ces singes qui étaient réunis en cercle comme ça. On s'est dit, mais ce sont des humains. Et il y avait le mâle dominant, vous voyez, il y avait des échanges, il y avait des femelles dominantes, parce que c'était les femelles des dominants, et qui étaient convoitées par des dominés, qui avaient envie de sauter la femelle du dominant, parce que comme ça, ils devenaient des dominants aussi. Je vous assure, c'était un comité de rédaction à Saint-Germain-des-Prés. Mais partout ailleurs. Dès que vous avez des hommes réunis ou rassemblés, mais effectivement, ça fonctionne sur le même principe. La séance du mardi 11 juillet s'appellera « Qui veut faire l'ange fait la bête ». C'est une citation de Pascal, bien sûr. Et on réfléchira sur ce qui sépare végétarisme, véganisme et végétalisme. Et on verra que les végétariens sont très intéressants dans ce qu'ils disent, mais s'ils veulent être plus conséquents ou plus cohérents, un végétarien ne peut pas boire du lait, par exemple, ou manger des œufs, parce que si vous buvez du lait, c'est du lait de vache, ça veut dire que ce lait de vache, il ne va pas au veau, auquel il était d'abord destiné, ce qui veut dire que, en buvant du lait, vous acceptez le principe qu'on puisse manger du veau, ou que d'autres mangeront du veau, qui lui sera sevré, parce qu'on aura besoin du lait pour faire des yaourts, du beurre, ou etc., etc. Et donc, ce sont les véganes qui sont beaucoup plus cohérents en disant, mais non, on refuse tout ce qui est exploitation des animaux. Donc, on prend pas de cuir, on prend pas de fourrure, bien sûr, mais pas non plus de miel, pas de laine, pas de cachemire ou ce genre de choses. Et ça me paraît extrêmement intéressant de voir que le végétarisme s'arrête en route et que pour être vraiment cohérent, il faudrait être végane, mais qu'en même temps,
Le véganisme est quelque chose d'assez effrayant, parce que si d'un seul coup nous devenons véganes, tous les animaux qui sont des animaux acculturés, les chiens qui existent dans la nature actuellement ne sont pas des produits naturels. Jamais le chien de Jean-Paul Belmondo n'a existé, avant qu'on fabrique ce chien à partir du loup. Les arrière-grands-parents du chien de Jean-Paul Belmondo, c'est le loup. Vous avez vu de quoi l'homme est capable. Ce qu'il a fait des hommes, c'est-à-dire quand on voit ce qu'il a fait des chiens, ce qu'il a fait du loup pour en faire ce genre de chien, les bichons, les chochos, les trucs comme ça, on se dit effectivement qu'il y a eu une acculturation, et on se dit, mais si vraiment on était vegan, alors ces animaux qui ne sont plus naturels, mais qui sont complètement culturels, le bœuf, la vache, ça n'existe pas. Il existait l'auroch. Et l'auroch, il n'existe plus. Donc qu'est-ce que ça signifierait être vegan? Ça voudrait dire lâcher dans la nature tous ces animaux qui ne sont pas sauvages, avec la possibilité pour certains de devenir des prédateurs de l'homme, et c'est l'homme que finalement on mettrait en danger. Donc on verra effectivement ce que sont les impasses de ce qu'on appelle l'antispécisme, cette idée que le raciste estimerait qu'il y a des races et que certaines sont supérieures à d'autres, eh bien le spéciste estime qu'il y a des espèces et que certaines sont supérieures à d'autres. Il y aurait l'espèce animale, puis l'espèce humaine, et que les hommes seraient supérieurs aux animaux. Ceux qui s'opposent à ça, et qui sont végétariens, véganes, etc., sont des antispécistes. Et vont parfois jusqu'à des impasses. Et on abordera cette question-là avec Peter Singer, qui est un philosophe qui défend la zoophilie, c'est-à-dire la relation sexuelle avec les animaux. Il dit, mais après tout, s'ils ont pas mal, une poule, c'est gênant, mais une vache, pourquoi pas. Donc, dans des logiques hédonistes, il s'agit d'épargner la douleur à un animal. Donc évidemment, sodomiser une poule, ça paraît assez problématique, mais un éléphant, rien à redire. Donc c'est ce que dit Peter Singer sérieusement, en expliquant que finalement, on devrait pouvoir avoir des relations sexuelles avec un certain nombre de nos animaux domestiques. Et il y a, c'est pas encore arrivé en France, mais ça existe en Allemagne, pas aux États-Unis pour des raisons de puritanisme, mais vous avez en Hollande et en Allemagne des gens qui se réclament de la zoophilie en disant, mais après tout, on leur fait du bien, on leur fait pas de mal et on aime nos animaux, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et de fait, si on est antispéciste, eh bien, il faudra se poser la question et éventuellement la résoudre. Ce serait mieux même. Mardi 11 juillet, nous aborderons ce que j'ai appelé miroir brisé de la tauromachie. Miroir de la tauromachie, c'est un texte de Michel Léris. Et je souhaiterais m'attaquer en faux contre la défense de la tauromachie, de ceux qui nous expliquent ce qu'elle n'est pas, en prétextant qu'elle est une culture, qu'elle est ancienne, c'est très récent, la tauromachie, 19e siècle, et que finalement, il y aurait un amour du taureau dans le fait de tuer le taureau. Il y a des gens qui pensent effectivement que plus ils maltraitent leurs partenaires, plus ils les aiment. Ça, c'est une façon de faire. Mais on peut estimer que non, il y a de meilleures façons d'aimer les animaux que de les tuer et de les faire souffrir. Et on verra ce que sont les arguments des défenseurs de la tauromachie pour nous expliquer qu'elle est un art, alors que j'estime qu'elle est une survivance du sadisme, c'est-à-dire du plaisir qu'il y a à faire souffrir. Et ça aussi, c'est une partie constitutive de notre être, le sadisme. Dans une quatrième partie, nous aborderons la question du cosmos en tant que tel, et dans un chapitre qui s'appellera « Permanence du soleil invaincu ». Sol invictus, c'était une ancienne formule latine, signifie qu'effectivement le soleil est invaincu puisqu'il se couche le soir, qu'il se réveille le lendemain matin et que ça continue et qu'effectivement il y a une puissance du soleil et que cette puissance du soleil, elle fait, selon moi, la loi. Et vous verrez que le christianisme, le judéo-christianisme est finalement un ensemble de collages de mythes païens et de cultures païennes qui sont des cultures de la lumière. Et dès les grottes préhistoriques, eh bien, il y a ce souci de la lumière parce que les lumières rentraient dans les cavernes et que les constellations étaient susceptibles de permettre des géographies dans lesquelles on allait dessiner des bisons, des aurochs ou ce genre de choses. Donc effectivement, à l'origine du culte, il y a la lumière. Et on verra comment la biographie de Jésus, qui pour moi est un personnage conceptuel, et je vous dirai comment et pourquoi, mais la biographie de Jésus coïncide avec les mythes solaires. Sa naissance à Noël a à voir évidemment avec le solstice d'hiver, et on verra ce que tout ça signifie. Dans le cours suivant, mercredi de 12 juillet, donc, qui s'appelle « Le christianisme, un chamanisme solaire », je tâcherai de vous raconter comment fonctionne une église. Parce qu'on connaît les églises, mais on ne sait pas comment elles sont orientées, ce que sont par exemple ce qu'on appelle les tétramorphes. En haut du clocher de mon village, à Chambois, il y a ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire 4 figures qui représentent chacun des évangélistes, avec des orientations vers le soleil levant. À l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais les cimetières étaient autour des églises et les tombes étaient orientées en direction du levant. Aujourd'hui, quand vous allez dans un cimetière, elles sont n'importe comment.
mais il s'agissait le jour du jugement dernier, quand on est censé se réveiller et se révéler au contact de la seule lumière qui soit, c'est-à-dire le Christ, eh bien d'être dans la direction de la lumière. Donc d'une certaine manière, les églises sont des temples solaires, si je puis me permettre l'expression, et j'essaierai de vous faire voir comment ça fonctionne, comment avec le nom du saint. Et Saint-Martin, par exemple, pour Chambois, eh bien, vous avez une construction éminemment symbolique. Il y a des symboles solaires, la porte, le tétramorphe, la pointe du clocher. Au moment de l'Eucharistie, vous avez une énergie qui descend du ciel. Enfin, on verra comment tout ça fonctionne. On verra également ce qu'est la construction du ciel chrétien, le 13 juillet, parce que tout ce qui est astronomique se trouve évincé au profit d'un cosmos nouveau, c'est-à-dire que le ciel ne sera plus rempli de planètes qui sont dans des relations qui permettaient jadis l'astrologie, chez les Assyriens, chez les Chaldéens par exemple, chez les mages égyptiens. On regardait le soleil, l'espace, le ciel, et on connaissait le fonctionnement du ciel à cette époque-là. Et donc l'astrologie laisse la place à un moment donné à l'astronomie, puis à un moment donné l'astronomie va laisser la place à ce qu'on va appeler l'angélologie, qui est la science des anges, ou la discipline qui s'occupe des anges. Et on va refourguer dans le ciel Dieu, les archanges, les anges, les chérubins, enfin, etc., toutes les choses que vous avez pu voir dans les églises, par exemple, parce qu'on va peupler le ciel de fictions religieuses. Et il y a un auteur extrêmement important qui s'appelle Jacques de Voragine, qui a écrit La Légende dorée, qui était un best-seller au Moyen-Âge. Et c'est à partir de cet ouvrage qu'on a créé un ciel chrétien, qu'on a vidé ce ciel de ce qui était repérable d'un point de vue astrophysique pour y mettre effectivement tout ce bricolage religieux. Séance suivante, l'oubli nihiliste du cosmos. J'ai tout à l'heure dit qu'effectivement nous avons été longtemps en relation avec le cosmos jusqu'au moment où la civilisation de l'écriture a donné une place majeure au livre, et nous sommes devenus des exégètes ou des herméneutes, c'est-à-dire des lecteurs avisés d'un livre, et que nous n'avons plus regardé la nature à partir du moment où nous avons regardé le livre qui disait la nature. Si tu veux savoir des choses sur les planètes, sur le fonctionnement du monde, alors va voir la Genèse. Ne va pas t'occuper des fossiles pour essayer de comprendre que finalement il y aurait eu ce que Darwin nous dit, c'est-à-dire une évolution des espèces pour produire un jour l'homme. Non, l'homme a été créé. Et vous avez entendu parler de cette information récente en Turquie. Il a été décidé que le créationnisme serait enseigné. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme à partir de rien, à partir de ce que dit la Genèse. Et pas du tout Darwin. Darwin n'a pas du tout raison en disant ce qu'il nous dit. Donc on voit bien que c'est une question extrêmement intéressante, cette idée de l'oubli du cosmos, qui est pour moi le signe du nihilisme. Il y a du nihilisme quand nous oublions le cosmos, quand nous ne savons plus habiter le cosmos. Je parlerai ensuite d'un épicurisme que j'ai appelé transcendantal, c'est-à-dire qui sort de l'histoire, parce qu'il y a effectivement un épicurisme qui est contemporain d'Épicure, et c'est celui du philosophe grec que vous connaissez, mais au-delà, il y a un épicurisme dont je pense qu'il est susceptible, parce que c'est une pensée pré-chrétienne, de nous permettre de penser dans notre époque qui est post-chrétienne. Elle s'avère post-chrétienne. Il s'agira de faire de la physique pour ne plus faire de la métaphysique, et d'aller voir du côté de l'astrophysique, par exemple, pour savoir ce qu'est notre univers et quelle place nous devons pouvoir y trouver. L'homme est donc une quantité négligeable dans l'univers, ça me paraît une évidence, mais en même temps c'est une occurrence unique. Vous êtes tout un chacun et tout un chacune des occurrences uniques. Et c'est ça qui est intéressant dans l'épicurisme, c'est de se dire qu'on est le centre du monde ontologique, même si on ne doit pas l'être moralement. Les choses tournent autour de nous, et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment construire une éthique à partir de soi. Dans une 5e partie, on abordera la question du sublime. Et le sublime, vous l'avez ressenti, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes en présence d'un orage, en présence de la foudre, en présence d'une cataracte, d'une chute ou d'un paysage formidable, d'un lever de soleil, d'un coucher de soleil ou ce genre de choses. Et nous nous sentons tout petits face au spectacle de la nature. Eh bien, je réhabiliterai ce que j'ai appelé l'expérience poétique du monde contre une certaine poésie qui est très intellectuelle. C'est le triomphe de Mallarmé, une poésie à peu près incompréhensible, qui n'est lue que par peu de gens ou qui est même à peine lue. Mais je préférerais qu'on aille voir une autre poésie qui, elle, existe, qui est celle de Rimbaud, de Segalen, de Ezra Pound ou de Walt Whitman, et puis aussi des Japonais, et de ces Japonais qui écrivent des haïkus, des tout petits textes qui supposent qu'on mène une vie poétique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une construction cérébrale, il faut une émotion. Si vous n'avez pas d'émotion, de sensation ou de perception, donc dans la nature, vous ne pouvez pas écrire de haïku. Et si vous n'avez pas vous-même ressenti
ces émotions dans la nature, alors vous ne pourrez pas non plus les comprendre. Donc ce sera la présentation de cet exercice de style comme une expérience spirituelle, comme un exercice spirituel. Nous parlerons ensuite de ce que j'ai appelé la scène de l'art contemporain, parce que j'ai déjà dit que pour moi Jésus était une production d'un Ancien Testament qui nous dit que le prophète n'est pas à venir puisqu'il est déjà venu. Ça c'est ce que disent les chrétiens. Les Juifs, eux, disent mais non, il est toujours à venir. Eh bien, ce Jésus qui n'existe pas autrement que comme un concept présenté dans des histoires qui constituent le fond du Nouveau Testament, eh bien, ce Jésus absent s'est trouvé présent ou présentifié par l'art. L'histoire de l'art occidental n'est jamais que l'histoire de la présentification d'un corps absent. Peinture, sculpture, etc. C'est comme vu à la télé, si vous voulez. Si vous avez une peinture de la nativité, avec le bœuf, avec l'âne, Jésus, Marie, Joseph, etc., vous vous dites, ça a eu lieu. Et vu sur une peinture, vu sur un vitrail, vu dans une sculpture, et puis vu depuis 1000 ans. Donc on ne va pas commencer à douter de ce qu'on a vu, puisque finalement il y a des scènes. Et on verra comment cette scène, elle a été fabriquée, et comment dans l'art contemporain, encore et également, avec des questions comme le ready-made, l'art corporel, l'art conceptuel ou l'actionnisme viennois, eh bien, on a tâché de redonner une présence à ce corps absent du Christ. Et puis on aura une dernière réflexion sur la question du sublime dans la nature avec l'art contemporain, mais du côté du land art, c'est-à-dire non pas un art des villes, mais un art des champs, un art de la nature. Et je réhabiliterai avec vous cet art-là, plutôt méconnu, mais qui nous permet d'entrer en relation avec le sublime. Et puis la dernière séance, celle du dimanche 16 juillet, l'avant-dernière du moins, sera consacrée à la question de la musique. Comment les hommes préhistoriques faisaient pleurer les pierres, d'une certaine manière, et puisqu'avec des lithophones, c'est-à-dire en utilisant des pierres polies, ils obtenaient des sons, et comment ces sons étaient l'occasion d'entrer en contact aussi avec la partie spirituelle, je dirais, de la nature. Et ce sera l'occasion pour moi, de la même manière que j'aurais fait l'éloge du land art, de faire l'éloge de musique qu'on appelle minimale ou répétitive aux États-Unis, Steve Reich, Phil Glass ou quelques autres. Et puis, nous conclurons avec une séance qui s'appellera « Vers une sagesse sans morale » et où je vous dirai, à partir de toute cette réflexion sur la question du cosmos, de la mort de mon père jusqu'à la conclusion des pierres